Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette présentation des thèses CIFRE. Euh, donc en deux mots, je suis Pascal Jat, je dirige le département CIFRE au sein de l'ANRT. L'ANRT, c'est l'Association nationale de la recherche et de la technologie. On est une association de droit privé et on a plein d'activités. Je ne vais pas rentrer dans les activités de l'ANRT. On vit de 450 personnalités morales, membres. On a à peu près les trois quarts des forces vives de la recherche en France. Donc on est une grosse, je pense, institution. On fait plus de 200 événements par an. On organise des ateliers de travail sur différentes thématiques. Et parmi les activités de la NRT, il y a la gestion du dispositif dont je vais vous parler, qui est les thèses CIFRE, qui est un dispositif d'État. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui est géré par le ministère de l'Enseignement supérieur, enfin qui est porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui nous confie la gestion de ce dispositif. Vous voyez le principe. Donc, ce n'est pas de l'argent de la NRT dont je vais vous parler, mais c'est de l'argent du ministère qui transite par la NRT et qui est ensuite délivré aux employeurs. Mais je vais revenir sur comment fonctionne une CIFRE. Donc vous verrez que les diapositives sont en anglais, parce qu'on m'a dit qu'il y avait plusieurs anglophones dans la salle, mais je présenterai en français et je répondrai aux questions en anglais ou en français selon les questions. Donc je vais d'abord vous rappeler l'objectif du dispositif CIFRE, vous dire comment il fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, je vous donnerai quelques chiffres clés pour vous donner l'écosystème de la thèse CIFRE dans son ensemble. Après, je vous préciserai comment on candidate. Vous verrez que ce n'est pas vraiment vous qui candidatez, mais c'est l'entreprise qui potentiellement va vous embaucher en tant que doctorant. Et puis enfin, j'aurai deux mots sur deux autres dispositifs qui sont plus modestes, mais dont il faut parler malgré tout. C'est la thèse CIFRE Défense et la thèse CIFRE France-Maroc. Déjà, est-ce qu'il y a des ressortissants du Maroc dans la salle? Non? Aucun? Ah, si, une personne. Ok. Je ferai une présentation, peut-être que pour vous, sur les CIFRE France-Maroc. Alors, déjà, la première question, c'est qu'est-ce qui peut motiver une entreprise? On va parler d'entreprise, vous allez être salarié d'une entreprise. Qu'est-ce qui peut les motiver à embaucher un doctorant? Déjà, c'est euh, d'avoir un expert d'un domaine, parce que quand vous sortez du master, vous commencez à être expert de votre domaine. Donc, c'est d'intégrer dans les effectifs de l'entreprise un expert du domaine qui intéresse l'entreprise et qui va permettre à l'entreprise de développer de l'activité de recherche et éventuellement développer de l'innovation, c'est-à-dire avoir de nouveaux produits ou de nouveaux services. Donc ça, c'est l'intérêt pour une entreprise que d'avoir une telle CIFRE. Et puis c'est aussi, dès le départ, ça existe depuis 1981, c'était pour développer le partenariat, qu'on appelle public-privé, entre un acteur privé, donc grosso modo une entreprise, et un laboratoire dit académique qui travaille au sein d'une université, au sein d'une grande école, au sein d'un institut de recherche, au sein d'un organisme de recherche, comme le CNRS, l'INSERM, l'INRIA. Donc vous avez d'un côté le laboratoire académique et de l'autre, vous avez une entreprise privée. Et l'idée de la CIF, c'est de faire se rencontrer ces deux mondes qui travaillent de manière différente sur un même sujet et de les faire travailler ensemble. Et le lien entre les deux, c'est le doctorat en CIFRE. Donc ça crée de la valeur pour l'entreprise, ça crée aussi de l'emploi, puisque vous êtes embauché pendant 3 ans, vous êtes salarié pendant 3 ans. Donc ça a vraiment des avantages extrêmement importants. Puis ça permet d'accroître aussi pour l'entreprise sa compétitivité, puisqu'elle va s'associer avec un laboratoire académique et donc elle va développer une activité de recherche qui peut la différencier de ses concurrents de manière à ce que ce soit, elle, plus compétitive sur le marché. En quelques mots, là vous avez les données de 2023, donc je vais vous les donner, mais je vais vous dire aussi où on est en 2024. On vient de recevoir l'analyse des données 2024. Donc ça existe depuis 43 ans, c'était créé en 1981. Les dossiers de demande de candidature CIF peuvent être déposés toute l'année. On a des dossiers du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de fenêtre de tir particulière comme sur certains appels à projets. Là, on a vraiment une couverture toute l'année. En 2023, on a alloué 1760 nouveaux projets, c'est-à-dire nouveaux doctorants qui ont démarré en 2023, qui viennent s'ajouter aux 4-5 000 doctorants en cours, parce qu'on a une cohorte de doctorants CIFRE en cours, à un moment donné,
qui est entre 5 000 et 5 500 doctorants. Il y a une subvention, elle est de 42 000 euros sur les 3 années, donc 14 000 euros par an, x 3. C'est de l'argent public qui va directement dans la trésorerie de l'entreprise. Il n'y a pas de notion de avec TVA, sans TVA, c'est hors TVA, et c'est vraiment de la trésorerie pure que récupère l'entreprise et que l'entreprise utilise comme bon lui semble. Elle peut considérer que c'est une partie du salaire, mais elle peut aussi considérer que ça va couvrir des frais de déplacement, elle peut considérer que c'est des frais de recherche en tant que telle. Vous voyez, cette subvention, elle n'est pas fléchée, elle est ouverte à l'entreprise. Et on avait en 2023 93% de dossiers qui ont été acceptés, donc on a un degré d'acceptation qui est très élevé. 2024, on va être à peu près dans le même ordre de grandeur. Vous voyez il y a très peu de dossiers qui sont refusés. Et puis, on couvre, je l'ai dit toute l'année, on couvre tous les secteurs, c'est-à-dire tous les secteurs industriels, au sens industriel, je vous montrerai ce que ça veut dire. Et puis, on couvre tous les domaines scientifiques. Les domaines scientifiques, c'est votre spécialisation. C'est l'école doctorale dans laquelle vous allez être rattaché en tant que doctorant. Donc, pour simplifier, ça peut être mathématiques, physique, chimie, droit, biologie, santé, sciences de l'homme, sciences de la société, agroalimentaire. Voyez, ça, c'est les grands domaines. Puis après, vous avez les disciplines, et vous avez X disciplines par grand domaine. Donc en droit, vous avez droit social, droit des entreprises, droit privé, droit public international. Il y a toute cette déclinaison du droit. Et quand on regarde les SHS, parce que le droit fait partie des sciences de l'homme, mais quand on regarde plus en détail les SHS, là vous allez, je crois qu'il y a 130 sous-disciplines de tout ce qu'on peut imaginer, archéologie, littérature comparée, anglais, histoire de l'anglais, etc. Vous voyez, il y a vraiment toutes les disciplines qui sont accessibles. Et puis, évidemment, c'est un dispositif public, donc on couvre tous les territoires de la République, également, évidemment, les territoires outre-marins. Il y a des thèses en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie, j'en oublie, mais voilà, un peu partout, en Guadeloupe, en Martinique. Donc ça, c'est important d'avoir cette idée qu'on est vraiment un dispositif d'État. Alors ici, vous avez le triptyque qui décrit comment ça fonctionne et quels sont les acteurs. Donc il y a un triptyque auquel il ne faut pas oublier l'école doctorale, qui est le 4e pendant, qui va assurer que vous êtes bien dans une formation doctorale et qui va même vous demander de revenir à la fac pour suivre des cours dans votre domaine en complément de ce que vous allez pouvoir développer comme acquis pendant votre thèse. Et vous avez les 3 acteurs principaux. Vous avez l'entreprise, alors je dis entreprise, c'est abus de langage. On verra qu'il n'y a pas que des entreprises qui peuvent porter des chiffres, mais ça j'y reviendrai. Donc c'est plutôt la structure qui embauche, le doctorant ou la doctorante et un laboratoire académique. Ça je l'ai déjà écrit, mais vous voyez ici qu'il y a des liens forts entre ces 3. Le premier lien, c'est entre l'employeur et le doctorant ou la doctorante. C'est un contrat de travail. C'est un contrat généralement, c'est un CDD de 3 ans, mais ça peut être un CDI. Si c'est un CDI, il faut dire que pendant 3 ans, pendant votre CDI pendant 3 ans, vous allez vous consacrer essentiellement aux travaux de recherche. Voilà, c'est juste la condition. Donc il y a un lien fort qui est le contrat de travail. C'est un contrat majoritairement, je l'ai dit, de CDD de 36 mois. C'est un contrat à plein temps. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous êtes en CIFRE, même si vous allez passer la moitié du temps au laboratoire, la moitié du temps dans l'entreprise, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous travaillez sur votre projet de thèse. Il ne s'agit pas que votre employeur vous dise « la thèse, c'est quand tu es au labo, chez moi, tu vas faire autre chose parce que j'ai besoin de toi comme employé ». Non, ce n'est pas ça une CIFRE. La CIFRE, c'est que l'employeur reconnaît et s'engage à vous libérer du temps quand il est dans l'entreprise pour que vous travailliez sur votre thèse. Ça, c'est extrêmement important. Le laboratoire, généralement, 100% du temps, c'est effectivement la thèse. Mais quoi qu'il arrive, 100% du temps, ou l'essentiel du temps, on a modulé un peu, c'est vraiment consacré à vos travaux de thèse. C'est vraiment du financement, c'est un emploi, mais qui est lié à vos travaux de recherche. Il y a un salaire minimum qui est de 25 200 € en 2023, qui est monté à 24 600 en 2024, qui doit être à, je ne sais plus, il était à 25 200 en 2024, c'est une petite erreur, il est à 26 400 € brut en 2024. Voilà. En 2025, je vais y arriver. La moyenne, vous voyez qu'elle est beaucoup plus élevée. La moyenne, elle est de 33 000 €. Alors pourquoi il y a une moyenne et pourquoi il y a une valeur plancher? Il y a une valeur plancher parce que on considère qu'un doctorant, il y a un minimum de salaire à avoir, qui est d'ailleurs le même salaire que les contrats doctoraux de droit public, c'est-à-dire les contrats payés par la fac. Il y a un alignement
du contrat, quand vous avez un contrat public, hein, vous faites votre thèse au sein d'une université ou dans un laboratoire, eh bien, le salaire minimum en chiffres, il est le même. En revanche, c'est un minimum, puisque l'entreprise peut vous salarier avec des salaires plus élevés. Et pourquoi on a un salaire moyen qui est bien plus élevé? C'est parce que parmi les porteurs de CIF, vous avez des groupes importants, qui ont des grilles d'embauche qui sont fixes, qui dépendent de votre niveau scolaire, et qui dépendent du travail que vous allez faire en tant qu'ingénieur de recherche ou en tant que chercheur dans l'entreprise. Donc cet effet-là, il y a un effet levier qui va vers le haut, qui fait que la moyenne, effectivement, est à plus de 33 000 euros. Okay. Après, il y a des salaires extrêmement élevés. Alors, je ne le dis pas là, mais en 2023, on a eu un salaire qui dépassait 100 000 euros. Alors, c'est très rare, hein, je vous rassure, il n'y a pas très peu de chiffres à plus de 100 000 euros. Les maximums sont quand même assez... On voit des maximums autour de 45, 50, 60 000 euros, on en voit. On en voit dans des secteurs très porteurs qui sont liés à l'IA, qui sont liés à la banque, ou qui sont liés au GAFA. Voilà. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut plutôt aller dans ces secteurs-là que d'aller dans d'autres types de secteurs. Je vais accélérer. Ensuite, vous avez un lien entre le doctorant et le laboratoire, parce que vous allez être accueilli dans le laboratoire. Donc, il y a un contrat d'accueil qui est passé avec le laboratoire, qui vous couvre hein, d'une manière sécurité. Vous êtes couvert quand vous êtes dans le laboratoire. Et puis, vous avez un superviseur qui est votre directeur de thèse ou directrice de thèse qui va superviser vos travaux. De même que dans l'entreprise, vous avez aussi un tuteur. Vous avez quelqu'un qui va vous encadrer, mais du point de vue de l'entreprise. Vous avez l'avantage d'avoir deux visions. Vous avez un tuteur en entreprise et un directeur de thèse au laboratoire. Vous avez vraiment un double encadrement sur deux manières différentes d'appréhender le même sujet de recherche. Et puis, vous pouvez avoir une co-direction, c'est-à-dire avoir deux directeurs de thèse, vous pouvez avoir une co-tutelle internationale. Tout ça, c'est compatible. Hein. C'est l'arrêté du doctorat, mais c'est très compatible avec la CIFRE. Vous pouvez avoir un laboratoire à l'étranger et faire une co-tutelle étrangère qui vous permet d'avoir une double diplomation française et dans le pays étranger. Ça, c'est compatible avec la CIFRE, mais c'est très anecdotique. Et enfin, il y a un lien fort entre l'entreprise et le laboratoire, qui est le contrat de collaboration, qui va statuer sur les conditions de la collaboration entre l'entreprise et le laboratoire. Et ce contrat, il est extrêmement important, parce qu'il va définir d'abord le partage du temps au cours des 3 ans, pour que ce soit bien clair, et puis même ça peut fluctuer en fonction des recherches, mais normalement c'est bien établi. Et puis vous avez aussi tout ce qui concerne de la propriété intellectuelle. S'il y a des brevets, s'il y a un partage des résultats, un partage des données, tout ça c'est bien géré d'un point de vue légal dans le contrat de collaboration. Puis enfin, il y a toujours de l'argent qui va de l'entreprise vers le laboratoire. Il y a un transfert financier parce que l'entreprise va, entre guillemets, utiliser le savoir et le savoir-faire du laboratoire. Et ça, il y a un coût, il y a une valeur, donc il faut monnayer cette valeur. Et puis, il y a aussi des coûts d'utilisation de paillasses, d'appareils de mesure très sophistiqués qui ont des coûts également. Et tout ça, c'est négocié entre l'entreprise et le laboratoire. Très vite, vous avez l'évolution des chiffres depuis les années 2000. Vous voyez que ça augmente, grosso modo. Il y a parfois des années où ça fléchit. La courbe bleue, c'est l'objectif du ministère. Chaque année, ils nous disent vous pouvez faire tant de nouvelles chiffres. Vous voyez qu'il y a une augmentation, il y a des petits accidents de parcours hein, en 2008-2009. Vous voyez qu'on est en croissance. Et puis, vous avez en jaune, c'est la courbe du nombre de chiffres qui ont été acceptés. Hein. Vous avez le nombre de chiffres là sur l'ordonnée. Ici. Oula, non, c'est pas ça. Voilà. Ici, vous avez le nombre de chiffres. Hein, voilà. Et puis là, vous avez en jaune combien on a accepté chaque année. Et puis en gris, alors c'est un peu pâle, mais vous voyez qu'en gris, c'est le nombre de dossiers qu'on reçoit chaque année. Vous voyez que pendant pas mal d'années, on avait quasiment autant de dossiers acceptés que de dossiers reçus. Et à partir de 2009, on a une augmentation très importante. Je vais y arriver. Une augmentation très importante. Puis après, il y a une petite décroissance linéaire là, des demandes. Vous voyez, la colonne grise, elle diminue jusqu'en 2014. Là, il y a un effet, enfin on l'interprète comme un effet de la crise des subprimes qui a fait que les entreprises ont de moins en moins embauché de doctorants parce qu'il y avait des restrictions budgétaires, il y avait moins besoin de recherche. Et puis, à partir de 2015, on a de nouveau à la hausse. Vous voyez que ça croît presque linéairement. 2020, sans surprise, il y a eu un coup d'arrêt. On a eu moins de dossiers à cause du Covid. Hein. L'isolement des entreprises et le coup d'arrêt du Covid a fait qu'on a eu moins de dossiers. C'est bien reparti à la hausse en 21. Et puis 22-23, on voit que ça continue à baisser. Mais ce n'est pas forcément lié au CIF, c'est parce qu'il y a un vrai problème d'attractivité du doctorat. Et vous savez qu'il y a un plan ministériel pour
faire en sorte de revaloriser le doctorat dans toutes ses dimensions. Donc nous, on subit aussi un peu les conséquences de cette diminution de l'attractivité. Mais même s'il y a une diminution d'attractivité, vous voyez que l'objectif jaune continue à croître, puisque la courbe bleue continue à croître et la courbe jaune, elle continue à croître. Il va y avoir un moment donné où les courbes vont un peu se croiser. Donc là, ça va devenir un peu plus problématique. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on arrive à alimenter le nombre de nouvelles CIF par les candidatures qu'on reçoit. Alors, il y a des bénéfices pour l'employeur. Je l'ai déjà un peu dit, mais je vais quand même redire. Un des grands bénéfices de l'employeur, c'est qu'il va sécuriser un emploi pour faire de la recherche. Parfois, la recherche dans l'entreprise, c'est un peu quand on a le temps. Je schématise, mais c'est un peu parfois ce qui arrive. Là, le fait d'avoir un doctorant qui est 100% consacré à ses travaux de recherche, l'entreprise dit au moins j'ai quelqu'un qui va vraiment bosser sur le projet de recherche. Donc ça sécurise vraiment pour l'entreprise. Et puis ça permet aussi de créer des liens, je l'ai dit, avec le laboratoire académique. Donc c'est une ouverture sur tout un monde académique qui permet à l'entreprise d'accéder à des bases de données dont elle ne dispose pas, du savoir-faire d'un laboratoire académique qu'elle n'a pas, et puis toute la partie publication, la partie communication dans le domaine scientifique auquel elle peut tirer parti par le lien avec le laboratoire académique. Et puis pour les labos de recherche, ça permet aussi de se dire, j'avais pas vu des travaux de recherche sous cet angle-là, et puis m'associer à une entreprise qui m'amène une manière différente de voir les choses, qui peut m'amener aussi des moyens, il ne faut pas se leurrer, il y a des moyens, il y a aussi des ressources dédiées. Tout ça, c'est aussi un avantage pour le laboratoire, et on s'aperçoit que les collaborations se construisent sur du long terme, et quand on regarde des entreprises qui ont la chance de pouvoir faire des CIFRE tous les ans, ou plusieurs CIFRE tous les ans, on voit qu'ils pérennisent, quand ça se passe bien évidemment, ils pérennisent les rapports avec le laboratoire de manière très conséquente. Donc on voit qu'il y a des laboratoires qui font des CIFRE depuis 15 ans avec les mêmes entreprises, parce qu'ils ont des projets qui roulent et qui s'étoffent et qui se développent. Donc ça, c'est vraiment important pour les entreprises. Alors, pour vous, futurs doctorants, il y a plein d'avantages. D'abord, vous allez valoriser 3 ans d'expérience professionnelle avec 2 points de vue, un point de vue universitaire et un point de vue, je mets des guillemets, industriel, parce qu'il n'y a pas que des industriels, mais c'est pour simplifier. Donc ça, c'est très enrichissant pour vous. En plus, ça va vous donner un peu 3 ans de réflexion, enfin 2 ans en tout cas de réflexion, pour vous dire vers quoi je vais aller après. Parce que je me suis mieux senti au laboratoire, je trouvais que c'était plus dans ma nature, je me sentais mieux. Peut-être vous dire qu'une fois que vous avez obtenu votre diplôme de doctorat, vous allez plutôt faire des concours de la fonction publique et aller plutôt vers des postes d'ATER ou des postes de maître de conférence et de chercheurs, enseignants-chercheurs à terme. Ou bien vous pouvez vous dire, j'aime bien l'entreprise, je me sens bien à l'aise, j'aime bien le côté un peu court terme de l'entreprise, j'aime bien les applications rapides que les produits ont dans l'entreprise et je m'y sens bien. Et donc vous allez plutôt vous orienter vers une carrière industrielle, où il y a de la place pour des chercheurs dans le domaine industriel. Vous voyez que c'est vraiment une ouverture d'esprit sur ce que peut apporter la thèse CIFRE. Ensuite, vous avez, je l'ai dit, 3 ans avec un salaire qui peut être très conséquent, bien au-delà du salaire des doctorants publics. Le double encadrement, je l'ai dit. Vous avez la double culture professionnelle, ça je l'ai dit aussi. Et puis on a un taux de succès qui est quand même extrêmement élevé. On a 90% des doctorants qui soutiennent dans les 6 mois après la fin de la CIF. Donc ça, c'est un taux de soutenance très élevé. Et on est à 98% à terme, ou 99%. Donc il y a très peu de thèses qui ne vont jamais au bout de la soutenance en passant par le dispositif CIF. Donc c'est un gage. Et puis on voit que 90% d'employabilité dans les 6 mois qui suivent le programme. Là, vous avez de très fortes chances de trouver un job à l'issue de la thèse CIFRE. Alors, très vite, 3/4 des étudiants sont français. Il y a à peu près 7-8% qui sont un peu moins, 5% de la communauté européenne. Vous voyez qu'il y a à peu près 20% d'étudiants étrangers extracommunautaires. Et vous avez ici toute la répartition des nationalités. On voit que le Maghreb arrive assez en tête dans le restant, parce qu'on a 7%, mais pour des raisons historiques, des raisons aussi de présence d'étudiants déjà en licence ou en master, pardon, qui viennent des pays du Maghreb et qui continuent à faire une thèse en France. En termes de formation, alors ça varie un peu d'une année à l'autre, mais on a à peu près 50 à 60% d'étudiants qui ont un master, et puis 40% d'étudiants qui ont un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'une autre école, je pense à une école de commerce, ou un diplôme d'architecte,
ou un diplôme, ou qu'on fait un doctorat d'application en pharmacie, en médecine ou en vétérinaire. Voilà. Mais on a quand même une grande majorité de masters et aussi une grande proportion d'élèves ingénieurs. Le salaire, je l'ai dit, c'est intéressant de regarder. Vous voyez ici, c'était le salaire minimum en 2023. Il est passé à 25 200 en 2024 et 24 600 en 2025. J'ai les bons chiffres. Vous voyez que le salaire plancher, il est quand même respecté, ou en tout cas suivi, par moins de 10% des entreprises, des employeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une entreprise ou un employeur sur 10, même un peu moins, qui reste au salaire plancher. Et vous voyez que la répartition par gamme de salaire, vous voyez que vous en avez 20% entre 24 530 et 28 000, qui commence à être un salaire très confortable quand on est en thèse. Il y a un tout petit intermédiaire ici entre 28 et 30 000 hein, sur les 2 000. Et vous voyez que le gros est à 41% entre 30 et 35 000. Et puis au-delà, on est même à 27% au-delà de 35 000 euros. Donc, vous voyez qu'on a, il y a un effort très soutenu des entreprises pour avoir des salaires très conséquents. Ici, la répartition par discipline, j'en ai parlé rapidement au début. Intéressant de constater qu'il y a des gens en SHS là ou pas? Sciences de l'homme et la société? Oui. Bon, vous êtes en minorité, mais... En fait, les SHS, c'est 26 F12, vous étiez à 28%, donc c'est-à-dire c'est la première discipline, le premier domaine scientifique, pardon, en 2023, c'était les SHS. J'ai les résultats en tête de 2024, on est à 27%, c'est à peu près la même ordre de grandeur. Vous voyez, il y a plus d'un quart des sujets qui portent sur les sciences de l'homme et de la société. Alors évidemment, quand on sépare les sciences de l'homme et les sciences de la société, vous voyez ça redevient minoritaire. Le gros, c'est l'informatique, à 23%, et puis les sciences de l'ingénieur à 19%. Et puis il y a 10% ici en chimie, il y a 8% dans les disciplines de la santé, mais vous voyez qu'on est quand même majoritairement sciences de l'ingénieur et informatique, enfin, sciences et techniques de l'informatique et de la communication. Ici, vous avez l'évolution sur plusieurs années, de 2015 à 2023, le profil des employeurs. Vous voyez qu'il y a les entreprises de moins de 250 employés, qui occupent à peu près entre 500 et 600 chiffres, hein, parfois 700, vous voyez, là, ça a monté. Ça diminue un peu depuis quelques années. Ça, c'est les PME. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les compagnies de taille intermédiaire, les ETI, de 250 à 5000 employés. Là, vous voyez, on plafonne, on est à peu près autour de 200 chiffres par an. Puis là, vous avez les groupes au sens de l'INSEE, c'est-à-dire des grosses entreprises, des entreprises internationales, qui ont plus de 5000 employés. Et là, vous voyez qu'il y a eu, au cours des années, il y a eu même une baisse. Il y a même une année, on avait plus de PME que de grands groupes. Ça arrive une fois. Mais vous voyez que depuis 3 ans, il y a une augmentation des groupes pour atteindre 720 nouveaux dossiers accordés dans les groupes. Vous voyez, donc il y a une espèce de basculement, il y a un peu une érosion dans les PME et une augmentation dans les groupes, qui explique aussi qu'on a des salaires moyens qui sont de plus en plus élevés, puisque la part des groupes est de plus en plus élevée. Et puis le quatrième profil, c'est ce qu'on appelle, c'est tout ce qui n'est pas une entreprise au sens juridique du terme. C'est-à-dire les associations, les fondations, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les départements, les régions. La mairie de Lille emploie des chiffres, la région Hauts-de-France peut-être emploie des chiffres, faudrait que je vérifie, mais je connais d'autres régions qui emploient des chiffres. Il y a des grandes mairies qui emploient des chiffres. La plus importante, c'est la mairie de Paris, parce qu'il y a un écosystème de recherche qui est important, mais la mairie de Paris, c'est 10 nouveaux doctorants chaque année, par exemple. Et vous avez des chiffres dans la mairie d'Aix-en-Provence, à Marseille, à Bordeaux, à Rennes, mais aussi dans des toutes petites structures. Il y a des chiffres dans des mairies de moins de 5000 employés. Donc ça, il ne faut pas oublier ce pan de chiffres. Alors, vous voyez que c'est beaucoup moins important que les autres, mais ce n'est pas négligeable. Et il y a eu un saut extrêmement important entre 2021 et 2022. Vous voyez, on a ajouté 40% de plus de chiffres dans ces structures-là. Puis on voit que ça stagne un petit peu depuis 2022-2023. Mais ça continue quand même légèrement à augmenter. C'est plutôt porté par les associations que les collectivités territoriales. C'est plutôt les associations qui vraiment prennent des chiffres de plus en plus. Là, je fais juste un focus sur les PME. Vous vous rappelez, les PME, c'était les courbes tout à gauche. J'ai regardé la répartition pour les PME et je m'aperçois que quasiment 40% des PME sont de moins de 10 employés. Donc c'est pour vous dire qu'on fait vraiment des chiffres dans des toutes petites structures. Alors vous avez des startups qui sont dans ce groupe-là, mais pas que. Il y a aussi des TPE qui existent depuis de nombreuses années, qui ont
5, 6 employés, et qui un jour se disent pourquoi pas faire une thèse CIF, pourquoi pas aller vers la recherche, c'est-à-dire m'associer à un laboratoire de recherche et prendre un doctorant dans mes effectifs. Ici, vous avez la répartition, alors je vais aller très vite, là c'est sur les secteurs économiques. Vous voyez qu'on couvre vraiment tous les secteurs. L'électronique est très important, 18%. Les services tertiaires ici, pareil, 18%. Vous avez 11% dans les équipements et produits, et puis 11% dans la finance et la justice. Et puis 23%, bien sûr, à ne pas oublier, dans les entreprises qui font du service R&D engineering. Après, le reste, c'est plus anecdotique. Mais on fait des chiffres. J'ai bien cité le zooparc de Beauval, par exemple, qui est plutôt connu. Ils ont au moins une ou deux chiffres chaque année. Ils font de la recherche sur le confort animal, sur la disparition de certaines espèces, etc. Et donc, ils font vraiment de la recherche sur ces thématiques-là. Après, il y a d'autres types d'employeurs très atypiques. Vous avez des fondations, des ONG. La plupart des grands syndicats de la place publique font des chiffres. C'est plutôt en droit du travail. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est très atypique? Vous avez des chambres consulaires qui prennent des chiffres. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. J'ai oublié de dire que l'entreprise, toutes ces entreprises-là et les associations, tout sont basés sur le sol français. Ce sont des entreprises qui peuvent être étrangères, mais qui ont une activité de recherche, une activité commerciale sur le sol français. Ça, c'est indispensable. La seule exception, c'est la principauté de Monaco, parce qu'il y a des accords entre la principauté monégasque et le gouvernement français, mais c'est la seule exception. Andorre, ça ne marche pas. La Suisse, ça ne marche pas. Il faut vraiment que l'entreprise soit basée en France. Mais ça peut être une entreprise américaine, une entreprise japonaise. L'important, c'est qu'elle fasse de la R&D, et que le contrat de travail soit de droit français. Alors, un mot sur ce que les étudiants deviennent à terme. On voit qu'il y en a à peu près un tiers qui reste dans l'entreprise qui les a embauchés pendant 3 ans. Ça, ce n'est pas négligeable. 1 sur 3 reste dans l'entreprise. Alors, ça peut être un CDD de quelques mois, c'est souvent un CDI. Donc ça, c'est important. Il y a une pérennisation. C'est-à-dire que l'entreprise a investi, mais pas pour rien et pas sur du court terme. Alors, en tout cas, sur un tiers d'entre elles. Vous avez un tiers qui partent vers d'autres entreprises ou d'autres structures du secteur privé. Ça peut être une entreprise concurrente, ça peut être une autre entreprise. Et vous en avez un tiers qui décide de revenir vers une carrière plus académique et qui vont présenter des concours de la fonction publique pour être chercheurs et à terme enseignants-chercheurs. Voilà à peu près la répartition. C'est une répartition qui est très constante depuis de nombreuses années. Nous, on fait des enquêtes en sortie de CIFRE, 1 an après la fin de la CIFRE et 5 ans après la fin de la CIFRE. 5 ans après la fin de la CIFRE, on est plutôt 1/4 dans le domaine public et 3/4 dans le domaine privé. Il y a une petite inversion des données. Il y a le tiers qui cherchait à travailler dans le secteur public, n'a peut-être pas trouvé le concours ou n'a pas réussi le concours, et finalement finissent par revenir dans le secteur privé. Donc à 5 ans, c'est 1/4, 3/4, et sinon en sortie thèse, c'est 1/3, 2/3. On voit que 65% ils ont un travail dans les 3 ans, dans les 3 mois qui suivent la CIFRE, et 83 dans les 6 mois. 62% d'entre eux ont commencé à se dire qu'est-ce que je vais faire après, mais pas en attendant le dernier mois. C'est-à-dire que quand vous entamez la 3e année, il faut vraiment vous poser la question qu'est-ce que je veux faire après. Là, vous avez eu 2 ans déjà pour bien analyser tout cet écosystème de recherche. Donc, il faut commencer à y réfléchir au bout de la 2e année. Et commencer la 3e année un peu plus sereinement en disant là, je vais rester dans l'entreprise ou dans le secteur privé, ou bien je vais plutôt m'orienter vers le public. Ou je prends une année sabbatique et je fais le tour du monde. Il y en a beaucoup qui font ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il faut y réfléchir un peu plus en amont que d'attendre le tout dernier mois. Et puis, c'est pas négligeable, il y a 5% des doctorants en CIFRE qui créent leur entreprise. Ils se disent, je me lance dans l'entrepreneuriat, je m'associe avec des chercheurs pour monter une start-up. Donc ça, il y en a un petit volume chaque année. Et en fait, les 5% en fin de CIFRE, ça monte à 13, voire 14% 5 ans après. Donc on voit qu'il y a une volonté d'aller vers l'entrepreneuriat qui est assez forte. Et ensuite, quand on regarde 1 an, 5 ans, je l'ai dit, les 2/3, c'est plutôt 3/4 dans le privé, 1/3, plutôt 1/4 dans le public, et puis de 11 à 13% entrepreneurs. Je dis 14%, je suis un peu généreux, de 11 à 13%. Là, vous avez les salaires 1 an après la fin de la CIFRE et 5 ans. Alors, il y a toujours une différence entre les salaires entre les hommes et les femmes, mais la différence est beaucoup moins importante que dans la société française. Quand on compare
le salaire moyen des hommes et des femmes, la différence est beaucoup plus importante que ce qu'on constate dans les chiffres, mais il y a quand même un petit biais. Vous voyez qu'à 3 ans, on est à 42 000 euros en moyenne, et en médian, pardon, et salaire médian, 5 ans après, on est autour de 50 000 euros. 5 ans après, vous avez 22, 25, vous avez une trentaine d'années à peu près. 30, 31 ans, voilà. Ça vous donne une idée des salaires des anciens doctorants en chiffres autour de la trentaine. Alors comment on devient doctorant en chiffres? Alors déjà, il faut identifier les partenaires. Alors les partenaires, parce que je m'adresse à des doctorants, c'est le laboratoire et l'entreprise. Vous allez me dire, mais comment je fais pour trouver d'entreprise? Alors il y a plein de solutions. Il y a un site sur la NRT, vous en avez une capture d'écran ici, où vous déposez votre profil en tant qu'étudiant, et vous allez pouvoir naviguer dans tous les profils des entreprises qui sont à la recherche de doctorants en chiffres, et à l'inverse, tous les profils de laboratoires qui sont à la recherche de doctorants en chiffres. Et après, c'est le jeu de croiser les demandes qui correspondent au mieux à ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est une possibilité. Ce que offre la NRT, c'est gratuit, vous allez sur le site de la NRT et vous vous inscrivez en tant qu'étudiant. Au même titre que les entreprises sont inscrites en tant qu'entreprise et les laboratoires en tant que laboratoire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez comme n'importe quel job, quand vous cherchez un travail ou un stage, vous épluchez les offres d'annonces dans les entreprises qui vous intéressent. Donc, il faut aller sur les sites des entreprises. Vous pouvez aussi contacter l'ABG, l'association Bernard Grégory, qui est une association avec qui on est partenaire, qui peut vous aider à trouver justement un employeur et un laboratoire. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi sur la liste des structures de recherche françaises. Ça, c'est important aussi de surfer aussi sur ces données-là. Et puis, quelque chose de très basique, allez voir vos enseignants-chercheurs à la fin de vos cours. La plupart des enseignants-chercheurs, ils connaissent ces chiffres, ils ont encadré des chiffres, ils sont eux-mêmes probablement actuellement en train d'encadrer des chiffres. Donc, ils pourront vous renseigner, ils pourront vous dire, oui, nous, on fait des chiffres dans le laboratoire, dans tel domaine, et on travaille avec telle entreprise. Donc, ils peuvent déjà être une première ébauche d'approche. Et puis, la candidature spontanée, ça marche toujours. Hein. Donc, vous pouvez envoyer vos candidatures à des grandes entreprises ou des petites, d'ailleurs, hein, peu importe, en disant, je suis en train de terminer mon master et j'aimerais bien faire une thèse après. Est-ce que vous connaissez de tels chiffres? Voilà comment ça fonctionne. Et donc, c'est vous qui faites la démarche. Allez voir sur tous les sites web, j'ai parlé de l'association Grégory, il y a aussi pour les étudiants dans les collectivités territoriales ou qui veulent aller vers les associations, vous avez 1000 doctorants pour les territoires, qui est une plateforme de mise en relation entre des collectivités territoriales qui recherchent des doctorants et des doctorants en SHS, juste pour vous monsieur, qui potentiellement peuvent être à la recherche de doctorants. Vous avez également en parallèle je l'ai dit, identifier les bons interlocuteurs via le web, mobiliser votre réseau. Hein, j'ai parlé de vos enseignants-chercheurs, mais les professionnels que vous pouvez connaître, les gens dans votre famille hein, qui ont des entreprises, parlez-leur de la CIFRE, comment ça fonctionne, que c'est une possibilité. Et puis, évidemment, les réseaux, hein, c'est une évidence. Et puis, toutes les autres opportunités de job. Il y a PhD Job Day aujourd'hui, hein, qui est là, qui propose un accompagnement pour essayer de trouver un job en tant que PhD, c'est-à-dire doctorant. Et puis vous avez un petit flyer qu'on a construit, vous en avez des exemplaires là, donc je vous encourage à venir les récupérer à la fin. C'est pour vous, qui vous dit un peu comment faire, comment démarrer, etc. Alors, il y a quelques points d'éligibilité. L'éligibilité, ça veut dire j'ai droit de faire une CIF ou je n'ai pas le droit de faire une CIF. Alors, l'éligibilité pour vous, qui est en anglais l'applicant, qui est le déposant, vous devez être de Grand Master ou en cours de diplomation du Grand Master. C'est-à-dire quand vous constituez le dossier avec votre futur employeur et le laboratoire, vous n'êtes pas obligé d'être déjà diplômé du Grand Master. Donc en ce moment, c'est le bon moment de commencer à chercher, parce que vous allez être diplômé en septembre, octobre, novembre. Donc c'est bien de vous dire maintenant, alors vous n'avez pas forcément fini votre rapport de stage ou votre stage, mais c'est bien de le faire très en amont. Alors, petit point important, vous ne pouvez pas aller vers une thèse CIFRE si vous avez déjà commencé une thèse depuis plus de 9 mois. Ça, c'est vraiment important. Il y a une petite subtilité. Vous ne pouvez pas être dans votre sujet de thèse depuis plus de 9 mois. D'accord ? D'ailleurs, je suis inscrit en thèse de chimie. Je suis inscrit dès que j'ai été diplômé au mois d'octobre et je dépose mon dossier l'année d'après. Vous ne pouvez pas être inscrit en thèse en chimie pour faire une thèse en chimie depuis plus de 9 mois.
L'autre petite restriction, c'est que vous ne pouvez pas avoir déjà une thèse. Alors, vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas avoir déjà une thèse, mais je m'adresse à des publics plus larges. Vous ne pouvez pas avoir déjà une thèse ou avoir démarré une thèse dans un autre domaine et prétendre à une thèse CIFRE. Ça, c'est interdit. C'est vraiment priorité aux primo-accédants, si j'ose dire, à ceux qui se lancent pour la première fois dans une thèse. Sauf pour les thèses de médecine, les thèses de chimie, les thèses de pharma. Parce que les thèses de médecine, de pharma et de vétérinaire. Parce que ce ne sont pas des thèses de sciences de troisième cycle, ce sont des thèses d'application. D'accord ? Donc ça, une exception, c'est pas considéré comme une thèse de science. C'est très valorisant d'être docteur vétérinaire ou pharmacien, mais en tout cas, vous pouvez déjà avoir ce diplôme-là, ce n'est pas incompatible. Et puis, autre petite subtilité, vous ne pouvez pas être dans l'entreprise qui va vous embaucher comme docteur en CIFRE depuis plus de 9 mois, au moment où la demande va être déposée sur le site de l'ANRT. D'accord ? Donc, par exemple, vous êtes diplômé au mois de novembre, vous avez de la chance, vous trouvez un employeur, vous trouvez un laboratoire, tout va bien, et puis vous tardez un peu pour déposer le dossier, parce qu'il faut construire le sujet, il faut réfléchir à comment je vais travailler, est-ce que le sujet, on est tous d'accord. Il faut faire attention, vous ne pouvez pas, si vous êtes déjà embauché au mois d'octobre, attention, il y a un compteur qui se met en route, il ne faut pas attendre plus de 9 mois. Et c'est vraiment 9 mois calendaire au jour près. Donc ça, il faut faire très attention. Après, quand vous déposez le dossier, il y a à peu près 2-3 mois d'expertise, de temps d'instruction du dossier. Là, le compteur s'arrête. On ne tient plus en compte. C'est vraiment au moment où le dossier est déposé. Pour votre employeur, je l'ai dit, il doit faire de la recherche et être basé en France. Alors, faire de la recherche ou avoir envie de faire de la recherche. Parce qu'on donne aussi la possibilité à des structures qui n'ont jamais fait de recherche de commencer à faire de la recherche avec un doctorat en CIFRE. Donc ça, c'est important. Vous l'avez vu, ça peut être des petites entreprises, de très grosses, des intermédiaires, des associations, des fondations, etc. Il y avait tout un gamme de profils. Et puis, alors, il y a une petite restriction aussi dans la mission principale de l'entreprise. Elle ne peut pas avoir pour mission principale de faire de la recherche ou être diplômante du supérieur. Alors, vous allez me dire, je comprends bien ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que vous pouvez être dans une grande entreprise qui fait beaucoup de recherche, mais dont ce n'est pas la mission principale. Je prends 2 exemples. Vous prenez EDF, par exemple. EDF fait beaucoup de chiffres. Il y a 60 chiffres chaque année nouvelles chez EDF, par exemple. EDF font vraiment de la recherche. Ils ont des laboratoires de recherche extrêmement conséquents, qui n'ont rien à envier aux laboratoires publics. Mais EDF, sa mission principale, ce n'est pas faire de la recherche, c'est de livrer de l'électricité. Ça, c'est sa mission principale au code des entreprises. Donc, elle n'est pas sous le coup de je fais de la recherche, même si ça en fait beaucoup. Autre entreprise qui fait beaucoup de recherche, c'est la SNCF. La SNCF, c'est 30-35 nouvelles conventions chaque année. Et la SNCF, même si elle fait beaucoup de recherche, sa mission principale, c'est pas faire de la recherche, c'est de faire rouler des trains, et de proposer à des voyageurs des trains qui circulent. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de la SNCF, c'est pas faire de la recherche. Vous voyez ? Donc il y a cette petite subtilité-là à bien comprendre. Et le code de l'éducation, c'est encore plus simple. Ça exclut en fait les grandes les écoles d'ingénieurs, par exemple. Une école d'ingénieur peut accueillir des CIFRE comme doctorants dans les laboratoires, donc ils peuvent être laboratoires d'accueil. Vous vous rappelez le troisième partenaire, mais ne peut pas une école d'ingénieur ne peut pas embaucher une CIFRE pour son propre ressourcement. Par exemple, une école d'ingénieur en chimie qui se dit tiens, j'aimerais bien faire une thèse sur comprendre mieux l'écosystème de la chimie, comment ça évolue par rapport à l'étranger, etc. Je vais payer un doctorat en CIF. Non, ça ne peut pas le faire. On ne peut pas embaucher un doctorat en CIF parce qu'elle est elle-même diplômante du supérieur. Donc il y a une incompatibilité. Et le laboratoire, il n'y a pas beaucoup de restrictions. Il doit être rattaché à un organisme de recherche ou une université. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de restrictions par rapport au laboratoire. Un laboratoire dans une université qui est purement privée, s'il n'y a pas rattachement à une école doctorale, il ne pourra pas accueillir le doctorant. Il faut quand même qu'il y ait un rattachement à une école doctorale des enseignants-chercheurs. Bon. Ah, j'ai besoin de... Pardon. Frédéric n'est pas là.
Bon, j'ai bientôt terminé, je vous rassure. Je suis presque à la fin. Ah ben voilà, parfait. Alors, très important, il faut que le projet soit construit ensemble, c'est-à-dire l'entreprise, vous et le laboratoire académique. Ça, c'est les conditions idéales. Bien sûr, vous allez peut-être trouver l'entreprise qui a déjà un sujet tout préparé avec un laboratoire partenaire et vous allez essayer de vous glisser, vous, dans le sujet. Parce que c'est dans votre domaine, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous auriez voulu faire, mais le sujet est quand même intéressant. Ça, c'est bien. Mais quand même si c'est le cas, il faut quand même que vous ayez votre mot à dire sur comment le sujet est construit, votre point de vue sur le sujet. C'est important que vous soyez partie prenante. Donc ça veut dire beaucoup de discussions en amont, beaucoup de rencontres avec les futurs partenaires. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi être attentif à qu'est-ce que chacun va tirer parti de cette collaboration. Il faut que l'entreprise comprenne que c'est un partenariat avec le laboratoire, et même chose, le laboratoire comprenne que c'est un partenariat avec l'entreprise. Et que chacun, il y a un compromis à trouver, chacun va trouver un intérêt à travailler ensemble, mais ce n'est pas que pour au bénéfice de l'entreprise et pas que au bénéfice du laboratoire. Et a fortiori, pas que à votre propre bénéfice. C'est vraiment quelque chose qui est partagé. Ensuite, il faut anticiper, je l'ai dit, tout ça je l'ai déjà dit. Oui, le dossier peut être déposé même si vous n'êtes pas encore diplômé du Grand Master, ça je crois que je vous l'ai dit déjà. Donc ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir, j'ai envie de faire une thèse CIFRE, je vais me démener, je vais aller voir mes enseignants-chercheurs, je vais voir, demander aux enseignants-chercheurs quelles sont les entreprises qui collaborent avec les labos des universités de Lille. Ça peut être très utile aussi, de savoir qu'il y a déjà des entreprises sur le territoire qui travaillent avec le dispositif. Et puis le fameux contrat de collaboration, il doit être très anticipé, très en amont. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de surprise à la fin sur le partage de l'API qui peut poser difficulté. Donc là, ça reprend un peu les mêmes étapes, donc je ne vais pas revenir, mais c'est important que vous ayez, par exemple, si vous scannez ici, vous avez le guide du déposant. Donc ça, je vous encourage à aller sur le site de l'ANRT. Vous allez dans la partie CIFRE et vous allez avoir le guide du déposant. On va vous dire étape par étape tout ce qu'il faut faire et ne pas oublier. Comment on construit le document. Et puis vous avez l'application, elle se fait en ligne. Alors ce n'est pas vous qui déposez la demande de CIFRE, c'est votre futur employeur. Parce que c'est l'employeur qui va toucher les 14 000 € dont je vous ai parlé au début. Ce n'est pas vous qui allez toucher 14 000 €, c'est votre employeur. Donc c'est l'employeur qui dépose le dossier. La réalité, c'est que l'employeur va vous dire « Tiens, tu as du temps, je te donne les codes d'accès, dépose le dossier ». Mais normalement, c'est l'entreprise qui doit déposer le dossier. D'accord ? Je vais dire un mot, c'est vraiment important, sur les quatre éléments du projet. Parce que c'est quand même le cœur du sujet, c'est le projet. Donc le projet, il y a 4 niveaux. Il faut que ce soit un projet de niveau doctoral, c'est-à-dire que ça réponde à une question de recherche. En tout cas, ça propose des questions et des pistes de résolution pour une question de recherche. Il faut vraiment que ce soit un projet de recherche. On n'est pas dans de l'amélioration de produits, c'est vraiment de la recherche, ça c'est important. Il faut que l'entreprise de laboratoire soit partie prenante du projet. Il ne faut pas que le projet soit complètement écrit par le directeur de thèse. Nous, on le voit quand on voit les projets, on voit quand c'est écrit par un directeur de thèse, et on voit quand ça a été coécrit avec une entreprise. Et fortiori, on voit quand c'est que écrit par l'entreprise, parce qu'on voit qu'on ne voit pas les codes de la recherche, et on voit que ce n'est pas bien organisé. Donc c'est important que ce soit un maillage entre les attentes de l'entreprise et les attentes du laboratoire. Ensuite, il faut que votre expérience, vous, en tant que futur doctorant, ce soit bien reflété dans le projet. Il ne faut pas que vous soyez trop loin du projet par rapport à votre formation, parce que vous allez mettre à profit votre formation pour aller plus loin dans ce travail de recherche, pour parfaire votre expertise dans un domaine particulier. Il ne faut pas qu'il y ait de déconnexion entre votre cursus et le projet. Vous faites un cursus en chimie biologie, en chimie analytique, et vous avez un projet en informatique. Bon, là, il y a un problème. Vous faites du droit, et puis on vous demande de faire un projet en sociologie. Non, ce n'est pas votre domaine d'expertise. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre votre parcours et le projet. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, comment ça marche ? Il y a un comité qui se réunit tous les mois,
Donc le comité, il y a l'ANRT et des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le comité est présidé par l'ANRT, donc je préside au nom de l'ANRT ce comité. Et en fait, on va statuer sur l'acceptation ou le refus des projets. Alors sur quoi on se base? On se base sur des expertises. C'est-à-dire que votre projet va être expertisé à 2 niveaux. Expertisé par une antenne régionale du ministère qui va regarder si l'entreprise est assez solide financièrement pour vous supporter pendant 3 ans. Si elle a une structure d'accueil, vous allez être dans de bonnes conditions pour faire votre thèse quand vous êtes dans l'entreprise. Tout ça, elle va l'évaluer. Alors ces antennes, ce sont les DRARI. Voilà. C'est des délégations régionales académiques à la recherche et à l'innovation. C'est une entité du ministère. Et pour la région, c'est la DRARI Hauts-de-France qui valorise le projet d'un point de vue financier et encadrement. Et puis vous avez un expert scientifique ça peut être des profs que vous avez en amphi, et qu'on choisit nous à NRT parce qu'ils ont un domaine d'expertise qui est exactement dans le projet de recherche. Et on va leur demander d'évaluer la qualité du projet, votre parcours, le laboratoire et puis un peu l'entreprise. Voilà. Donc on a ces 2 expertises. Quand les 2 expertises sont favorables ou très favorables, j'ai envie de dire automatiquement, votre projet est accepté. On refuse les projets à hauteur de 7%, je l'ai dit, lorsque le projet n'est pas de niveau doctoral, lorsque vos notes sont trop faibles. L'expert dit non, il n'est vraiment pas assez bon dans ces domaines-là pour pouvoir se lancer dans une thèse. Le projet est mal construit, il n'y a pas de bibliographie à jour, il n'y a pas soit un diagramme de Gantt, soit une projection des attendus des travaux. Soit, ce qui est beaucoup, beaucoup plus rare, le laboratoire n'est pas le bon laboratoire, mais ça, bon, c'est quand même très rare. Voilà à peu près les raisons de refus dans les 7% qu'on refuse. Et vous voyez, il y a 93% d'acceptation. Une fois qu'il a accepté, l'entreprise reçoit une lettre d'acceptation qui dit que nous avons le plaisir de vous accorder la cifre, voilà, etc. Et puis on envoie une convention, parce qu'on va signer un contrat entre l'entreprise et la NRT. Et le contrat, il rappelle le directeur de thèse, le sujet, l'école doctorale de rattachement, le nom du doctorant, et on leur demande de remplir le salaire. Voilà. Et nous, on contresigne, enfin je contresigne le document, et on renvoie la convention à l'entreprise, et la CIF démarre pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, c'est à l'échelle du trimestre. À chaque trimestre qui est terminé, l'entreprise se connecte sur son dossier en ligne et déclare que le doctorant a travaillé les 3 mois précédents. Elle ne déclare que les arrêts maladie ou les arrêts congé maternité, congé paternité ou congé parental qui sont supérieurs à 1 mois. C'est-à-dire que s'il y a un arrêt maladie de 3 semaines ou 3 semaines et 6 jours, nous on considère qu'il n'y a pas d'arrêt. Donc il n'y a pas de suspension de la subvention. Par contre, s'il y a un arrêt de 2 mois, par exemple, sur un trimestre, eh bien la subvention qui va être versée à l'entreprise ne sera que d'1 mois. Voilà. OK ? En fait, on suspend la subvention quand le doctorant ne travaille pas. Ce qui est assez logique, puisque c'est un accompagnement à la formation doctorale, mais il faut que le doctorant soit bien effectif, travaille bien à ce moment-là. Et ça dure pendant 3 ans. Alors, très vite, les 2 autres programmes dont je voulais vous parler, je n'ai pas de diapo, j'ai juste vous les dire comme ça à l'oral. La cifre défense, c'est une cifre qui est comme une cifre. Tout ce que je vous ai raconté, c'est bon. Je vais juste vous dire ce qui est différent. Ce qui est différent, c'est que ce n'est ouvert qu'à des entreprises qui ont un intérêt défense, c'est-à-dire qu'ils sont labellisés par le ministère des Armées comme étant des entreprises qui travaillent dans des thématiques défense, déjà. Donc il n'y a pas d'association, très peu, il n'y a pas de collectivité territoriale, il y a plutôt des entreprises, des groupes et des PME. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les 14 000 € que reçoit l'entreprise ne vient pas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais vient du ministère des Armées. Mais c'est toujours 14 000 €. Autre petite restriction, c'est que ce n'est ouvert qu'à des doctorants français ou de la communauté européenne et suisse. Voilà. Toutes les autres nationalités ne sont pas accessibles aux cifres défense. Et autre différence notoire, c'est que c'est le ministère des Armées qui choisit les sujets. Et nous, il nous donne simplement la gestion financière pendant 3 ans. Et on n'a pas à faire d'expertise, on n'a pas à dire oui, non, c'est oui d'office, et c'est déjà été expertisé par le ministère des Armées. C'est un mécanisme qui est un peu différent. Voilà. Et ça n'existe que depuis 2009, et on a fait 225 chiffres défense depuis 2009, alors qu'on a fait à peu près 35 000 chiffres depuis 81. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même volumétrie. Mais c'est intéressant pour ceux qui veulent
potentiellement aller vers une cifre défense. Voilà. Et puis enfin, un France-Maroc pour monsieur. Donc c'est comme une cifre, sauf que c'est cofinancé par le Maroc et la France. Donc vous avez, et c'est réservé à des étudiants ou des étudiantes de nationalité marocaine ou franco-marocaine. OK, qui a fait ses études en France ou au Maroc, peu importe, mais il faut la double nationalité ou la nationalité marocaine. Le financement, je l'ai dit, vient de la France et du Maroc. Donc l'entreprise reçoit 7 000 € de la France, et les 7 000 € qui sont produits par le Royaume du Maroc ne sont pas donnés à l'entreprise. Diplomatiquement, le Maroc ne pouvait pas donner de l'argent à une entreprise française. Pour des raisons d'accord diplomatique, ce n'était pas envisageable. En revanche, les 7 000 € sont convertis en dirhams et sont versés sur un compte au Maroc au nom du doctorant. Ce qui doit faire 75 000 dirhams, je pense, à peu près aujourd'hui, d'accord, par an. Donc, et après, j'ai oublié de dire, il y a une co-tutelle avec un laboratoire marocain. Il y a forcément un laboratoire en France et un laboratoire au Maroc, parce que les entreprises qui sont intéressées par le CIFRE Maroc, vous avez compris que c'est moins intéressant, ils n'ont que 7 000 € au lieu de 14 000 €. On va me dire, c'est moins intéressant. Plutôt que tu peux faire des CIFRE normales avec des Marocains, quoi qu'il arrive, hein. Vous pouvez aussi. Mais les gens font ça parce qu'ils se disent, le doctorant ira plus facilement au Maroc parce que j'ai des intérêts au Maroc, j'ai des usines au Maroc, j'ai une succursale au Maroc, je travaille sur des problématiques agricoles au Maroc, des entreprises qui font des CIFRE France-Maroc dans ce domaine-là. Donc j'ai intérêt à travailler dans ce programme-là parce qu'à terme, je souhaite que mon doctorant aille au Maroc, aille travailler au Maroc, et je veux qu'il y ait un lien fort avec des laboratoires au Maroc. Voilà. Et c'est un dispositif qui existe depuis beaucoup moins longtemps. La première CIF Maroc, c'était en 2017. Donc c'est quand même très récent. Voilà. Et on n'a pas beaucoup de CIF France-Maroc, je reconnais. On en a une qui est arrivée il y a quelques jours, hein, mais il y en a quand même très très peu. Voilà, j'ai terminé. Vous avez ici, vous avez donc le site de l'ANRT, le site défense du ministère de la Défense, enfin le ministère des Armées pour le CIFRE Défense. Vous pouvez poser toutes vos questions à cifre@nrt.so.fr. Ce n'est pas une boîte qui est automatiquement monitorée, hein, c'est une de mes collaboratrices qui répond en général en 24 ou 48 heures aux questions que vous pouvez poser. Et puis, il y a des webinaires de présentation du dispositif. Il y en a un par trimestre. Et il y en a un qui va bientôt être en ligne. Donc, allez voir sur le site de l'ANRT. Il y en a un courant mars, il y en a un par trimestre. Il y en a un en mars et un en mai qui vous est réservé. Le dernier qu'on ait fait, c'était il n'y a pas très longtemps, en février. On a eu 190 inscrits et on a eu 110 présents. Et là, on focalise vraiment sur les doctorants. Et on fait aussi des webinaires pour les entreprises et les encadrants académiques, mais ce n'est pas tout à fait la même présentation. Voilà, et j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on est à peu près dans l'heure. No question? Everything is clear? Oui? Alors, taux d'échec, alors j'ai parlé du taux de succès. Le taux d'échec, c'est le complémentaire. Il y a 93% de dossiers acceptés. Vous avez 7% de refus. C'est pas, alors, il n'y a pas d'admissibilité, hein, ce n'est pas un concours. Donc, c'est juste que votre dossier, on dit il est accepté ou il est refusé. Voilà. Oui. Alors, il y a des taux très variables d'une année à l'autre. On constate, parce que nous, c'est déclaratif. C'est-à-dire que si l'entreprise ne nous dit pas que c'est arrêté, on ne peut pas le savoir. Donc, des entreprises qui nous déclarent qu'elles arrêtent, il y en a entre 50 et 80 par an. Voilà, ça c'est le taux d'abandon en cours de... Voilà. Alors, donc ça, j'entends que ça a duré un an, parce que normalement, ce n'est pas un an. Hein, l'entreprise s'engage pour 3 ans, parce qu'on veut s'assurer qu'il y a bien un financement pour 3 années. Mais oui, ça arrive que l'entreprise arrête au bout d'un an, ça peut arriver, oui. Oui. Il y a d'autres questions?
Oui. Alors, merci de poser la question parce que j'aurais dû le dire effectivement. Les 9 mois dont on parle, c'est en dehors des périodes de stage. Le stage n'est pas compté dans les 9 mois. C'est également en période d'emploi saisonnier, d'emploi en alternance. Tout ça, on ne les compte pas. C'est vraiment de l'emploi 100% en CDI ou en CDD. Il y a aussi une autre situation pour les étudiants qui ont passé leur diplôme d'architecte. Ils ont une année de probation pour être diplômés. On ne prend pas en compte cette année-là, puisque souvent, s'ils veulent faire une thèse après, ben, ils restent dans l'agence ou dans le cabinet d'architecture, et donc on ne tient pas compte de cette année-là. Voilà. C'est vraiment 9 mois en dehors de tout ce que j'ai dit. Mais merci de le dire, parce que j'aurais dû effectivement le préciser. Oui. Je ne vous entends pas, excusez-moi. Je vous entends pas. Oui. Alors, c'est sur l'API, sur la propriété intellectuelle, est-ce qu'elle va à l'entreprise, au doctorant, Exactement, etc. oui. En fait, ça, c'est vraiment négocié dans le contrat de collaboration entre la tutelle du laboratoire, donc pas le laboratoire en tant que tel, mais l'organisme qui chapeaute le laboratoire. Donc, par exemple, si c'est un laboratoire au sein de l'Université de Lille, ça sera l'Université de Lille, qui négocie avec l'entreprise justement comment ils se partagent l'API. Et très honnêtement, le doctorant, il est souvent exclu de l'API. Très honnêtement, il n'est pas associé à l'API. Et dans le cas où l'entreprise, je ne sais pas pour une raison valable ou non, elle arrête le contrat, qu'est-ce qu'il va faire le doctorant? Est-ce qu'il y a une continuité avec l'université ou des budgets prévus pour des cas? Je ne sais pas en fait. Ça Non. arrive, ça s'est arrivé Oui, déjà? bien sûr, oui, oui. Là, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez une situation où l'entreprise décide d'arrêter pour des raisons économiques, souvent, mais ne veut pas laisser tomber le doctorant. Donc, elle cherche une entreprise partenaire qui peut récupérer le contrat, et auquel cas, bah, la CIF se continuera avec une autre entreprise. Ça, c'est un peu le cas idéal. Si l'entreprise a cotisé à un fonds de soutien des doctorants, eh bien, ce fonds peut prendre le relais pour le temps restant, ou bien le laboratoire propose des missions ponctuelles pour terminer la thèse. Donc c'est des petits contrats de mission qui permettent aux doctorants de terminer les travaux. Voilà. Une chose qui est très importante, je le dis parce que je sais que certains le font, mais ce n'est pas normalement le droit, mais je vous le dis, si vous êtes inscrit au chômage, vous ne pouvez pas dire « je suis inscrit au chômage et je termine ma thèse ». Parce que lorsque vous êtes inscrit à France Travail, vous avez une indemnité qui vous permet de chercher un emploi et pas de terminer vos travaux de recherche. Donc faites bien attention à ça. J'ai plusieurs cas de doctorants qui se sont fait coincer avec France Travail en disant mais non, mais je n'ai pas le temps de chercher un emploi parce que je finis ma thèse et voilà. Bah, les subventions sont arrêtées. Donc faites très attention à ça. D'où l'intérêt. Alors je sais bien qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas deviner ce que va devenir une entreprise, hein, évidemment. Mais c'est important de bien comprendre comment est organisée l'entreprise, quels fonds il y a dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des réserves financières, etc. Ça, c'est vraiment important. La relation avec France Travail, un dispositif pour se mettre en sécurité, en quelque sorte, pour le futur doctorant. On peut choisir, avoir la possibilité de choisir son sujet avec son directeur de thèse ou bien son futur directeur dans la conception du projet de thèse et le faire valider par le conseil de la BOU également par l'école doctorale, du coup être inscrit officiellement sans bénéficier de ces dispositifs-là, notamment CIFRE, et aller par contre solliciter France Travail, par exemple, pouvoir toucher, je ne sais pas, une indemnité. Il y a une indemnité inférieure à 1 000 € par mois que le doctorant pourrait bénéficier tout le long de sa formation doctorale. Ouais, si je ne me trompe pas. Alors, je ne connais pas ce point-là. Ce que je voulais dire, c'est juste
faire attention par rapport à France Travail, de bien clarifier la situation. Et si ça existe, tant mieux, hein, mais je ne connais pas. Honnêtement, je ne connais pas. En revanche, il y a une chose qu'il faut vous dire, c'est que là, je parlais de la CIFRE, c'est-à-dire de l'accompagnement, de la NRT, des écoles doctorales, 14 000 € de subventions, etc. Tout ça, c'est bien cadré. Mais une entreprise peut faire un partenariat avec un laboratoire sans la CIFRE. C'est ce qu'on appelle le contrat doctoral de droit privé. Il existe depuis 4 ans maintenant. C'est comme une CIFRE, mais il n'y a pas de CIFRE. C'est-à-dire il n'y a pas de subvention. Mais c'est bien cadré par l'école doctorale. Et l'organisme qui va vérifier que les travaux se passent bien, vérifier que tout est bien encadré, que le doctorat est bien inscrit, c'est l'école doctorale qui va faire ce travail, et pas la NRT. Voilà. Et l'entreprise peut très bien faire un contrat doctoral de droit privé et faire une thèse. L'avantage du contrat doctoral de droit privé, c'est que c'est 3 ans renouvelables 2 fois 1 an. Donc pour des thèses en SHS qui parfois débordent un peu au-delà de 3 ans, ça peut être un avantage. Autre chose à savoir, c'est que quand vous vous lancez dans une thèse CIFRE, le contrat de travail, il peut aussi être un contrat doctoral de droit privé. D'accord ? C'est-à-dire que le contrat doctoral de droit privé, il est compatible avec une CIFRE et il est aussi là pour faire une thèse avec un laboratoire et une entreprise sans la CIFRE. Mais on encourage les entreprises à faire des contrats doctoraux de droit privé. Il était un peu fait pour ça. Il va progressivement se substituer ce qu'on appelle le contrat CIFRE conventionnel, qui était une dérogation du droit du travail un peu particulière. Alors, une chose quand même importante à dire quand vous êtes dans un contrat doctoral de droit privé en dehors de la CIFRE, c'est qu'il n'y a pas de minimum de salaire. C'est le SMIC. Donc vous pouvez faire une thèse avec un salaire minimum, vraiment minimum. Premièrement. Deuxièmement, l'autre point qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a une convention de partenariat qui va, comme pour le contrat de collaboration dont j'ai parlé en CIFRE, pour les contrats doctoraux de droit privé, vous avez une convention de partenariat qui lie l'entreprise et la tutelle, mais aussi le doctorant. Dans le contrat de collaboration type CIFRE, il n'y a pas le doctorant. Dans le contrat de collaboration type contrat doctoral de droit privé, il y a le doctorant. Et la petite difficulté, c'est que la loi oblige à ce que le jour où vous signez votre contrat doctoral de droit privé, vous signez également le contrat de collaboration. Et ça, c'est plus compliqué, parce qu'il faut du temps pour réfléchir sur l'API qui a été évoquée précédemment. Donc c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui ne vont pas aller vers le contrat doctoral de droit privé et qui vont rester sur un contrat doctoral simple. Nous, CIFRE, on a assoupli tout ça, c'est-à-dire que le contrat de collaboration qu'on attend, il peut être le contrat de partenariat d'un contrat doctoral de droit privé. On l'accepte comme un contrat de collaboration, même s'il est un peu différent du contrat de collaboration qu'on attend, parce que je l'ai dit, il y a le doctorant qui est co-signataire. Nous, on n'a pas notre mot à dire. Si l'entreprise décide de faire un contrat doctoral de droit privé avec un partenariat qui relie l'entreprise, le doctorant et la tutelle, bah, très bien. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Oui ? Là, je ne vous entends pas. Merci. Est-ce que les doctorants en thèse de CIFRE, ils ont droit aux bourses doctorales? La première question. Et deuxième question, est-ce qu'ils ont droit aux mobilités durant la thèse CIFRE et quelle est la durée maximale durant les 3 ans pour la mobilité? Et la première question, c'était quoi? C'est s'ils ont droit aux bourses doctorales, par exemple, s'ils ont droit à... Ah non, vous ne pouvez pas cumuler une bourse publique avec un salarié. Non, vous ne pouvez pas. Non, ça, c'est pas possible. Après, pendant les 3 ans, vous pouvez faire des cours. Il y a une heure limitée par an qui est autorisée. D'ailleurs, on encourage à faire des cours, puisque c'est partie de la formation. La mobilité à l'international, par exemple, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que si l'entreprise dit il y a une opportunité pour un doctorant de partir à l'étranger pendant 6 mois parce que ça va lui permettre d'alimenter son projet de recherche, c'est vraiment en phase avec la thèse et c'est très bien, évidemment on le fait. J'ai en tête 2 exemples. Le premier, c'était une proposition de passer 4 mois au MIT et on a trouvé qu'on ne pouvait pas ne pas autoriser que le doctorant aille au MIT pendant 4 mois. Et l'autre cas, c'était le doctorant avait réussi un concours interne. Il était admis à la NASA pendant 6 mois.
il travaillait en aérospatial et un stage de 6 mois à la NASA, on a considéré que ça allait vraiment alimenter son projet de thèse. Mais c'est vraiment du cas par cas. Et puis n'oublions pas que si on n'est pas alerté par l'entreprise, on ne saura jamais que le doctorant est parti. Après, une entreprise qui a des bureaux aux États-Unis, en Espagne, au Japon, au Canada, peu importe, et que le directeur de thèse est d'accord avec l'entreprise pour que le doctorant aille passer 3 mois pendant sa thèse ou 1 mois chaque année, très bien. Nous, on ne s'y oppose pas, dans la mesure où c'est vraiment en phase avec les projets de recherche. Tout ce qui alimente le projet de recherche, on ne va évidemment pas s'y opposer. Oui. Hmm. Hmm. Mais, encore une fois, c'est un choix à faire au début. C'est vraiment un choix à faire au début. Ce que je voulais dire, c'est que rien n'est interdit à terme. C'est-à-dire que vous pouvez faire une thèse chiffre et puis vous réorienter vers... ça prendra plus de temps, probablement. Oui, ça prendra plus de temps, mais à un moment donné, dans la vie, quand on fait des choix, on fait des choix. Donc, il faut bien peser tout l'intérêt d'aller dans une direction ou dans une autre. Mais rien n'interdit de revenir vers une carrière plus universitaire, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mm. Oui, oui. Mm. Mais oui, bien sûr, c'est bien pour ça qu'on on va même encourager à ce que pendant la thèse, vous donniez des cours, parce qu'au cas où vous voulez vous réorienter vers une thèse conventionnelle, ben, au moins vous avez justifié de cours. Absolument, oui, oui. C'est important, effectivement. Oui. Donc il y a des brochures, n'hésitez pas à venir en prendre, vous pouvez en prendre plusieurs hein, et distribuer autour de vous. Sinon, elles seront à disposition à l'accueil. Là. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Pascal Giat. Juste une petite information, si vous le souhaitez, à 17h, il y a une soirée qui s'intitule Thèse avec les entreprises, où on expliquera, où il y aura de présent des entreprises et des chercheurs, où on expliquera les dispositifs de financement. Vous retrouverez notamment la CIFRE. Et à 18h, il y aura des exemples, 3 exemples de binôme chercheur-entreprise, et il y en aura notamment un ancien doctorant qui est maintenant docteur et recruté par l'entreprise OVH Cloud. Donc voilà, vous aurez donc des exemples si vous voulez. Ce soir, vous êtes bien sûr conviés, et il y a déjà d'autres masters qui se sont inscrits.